D'abord, le rapport n'est pas contradictoire. M. Pond et son équipe n'ont jamais jugé utile de nous entendre, Lamine Diack et moi. Ils ont cherché des excuses en disant non, comme nous avions des faits de corruption avérés, nous ne pouvons pas vous entendre parce que vous avez profité pour dissimuler des preuves, des trucs comme ça. Ce qui est tout à fait faux. On ne peut pas dissimuler ce genre de preuves parce qu'ils disaient qu'il y avait des preuves. Ils les avaient déjà en déposant au mois d'août avant que la deuxième incohérence de ce rapport, c'est que ce rapport a été fait et conclu au mois de novembre, alors que l'accusation et le dépôt de la procédure au sein de l'enquête pénale française a commencé officiellement, c'est eux qui le disent, le 4 août 2015. Donc avant même la conclusion du rapport, on dénonçait à la police française pour qu'il ouvre une enquête. Ça, je pense que c'est peut-être l'entre-gens de Gunther Junger, qui est un ancien de l'Interpol, et qui a permis à la police, à la commission d'enquête, de faire une déposition au sein de l'Interpol et faire une dénonciation au sein du parquet national financier. Alors, il y a 8 mensonges dans ce rapport. Le premier mensonge, c'est de dire que j'étais consultant en 2000, ce qui est faux. Le deuxième, c'est que Lamine Diack employait 2 de ses fils de l'IAF, ce qui est tout à fait faux. Mon frère Khalil Diack n'a aucun rôle officiel à l'I2F, n'a jamais eu aucun rôle officiel à l'I2F. La seule chose qu'il avait pu être victime, c'est de faire du trafic d'influence. Peut-être les gens sont venus lui dire « aide-nous à voir le président, aide-nous à faire ça », alors qu'il n'avait aucune prérogative de le faire. Ça a été une erreur. Troisième mensonge, ils disent que Yanton Tan, mon ami Yanton Tan, qui était consultant de AMS et de Dentsu pour l'organisation des championnats du monde à Pékin, était employé par l'I2F, ce qui est tout à fait faux. C'est pour ça qu'ils disent que Lamine Diack a mis une structure de gouvernance légitime autour de lui qui lui permettait de faire du racket, c'est ce qu'il disait. Donc, une accusation tout à fait infondée, sans preuve. L'IAF est très structuré. L'IAF, il y a le président, il y a un comité exécutif qui inclut les 4 vice-présidents, le trésorier, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. Et ils se réunissaient de manière trimestrielle. Il y a un conseil de l'IAF qui se réunit 3 fois par an, qui est composé de 27 membres. Toutes les décisions sont prises par ces 2 instances. À un moment, ils ont cherché à vendre en Russie à hauteur de 6 millions de dollars, ce qui n'a pas passé, parce que la Russie est un petit marché qui n'est pas concurrentiel. C'est peut-être un grand pays, mais au niveau de la télévision, tout le monde sait qu'en Russie, il n'y a pas de télévision privée, c'est la télévision d'État. Donc, ils sont allés, la Russie leur a dit, écoutez, nous avons payé 320 000 dollars pour les droits des championnats du monde à Daegu. Pourquoi est-ce qu'on va payer 6 millions de dollars? C'est parce que chez nous, le marché n'est pas concurrentiel. Alors, ces droits ont été négociés par Essar Gabriel, moi-même et Habib Sissé, avec Vitali Moutko, Valentin Balanechev et un expert, un ancien DMG, je ne me rappelle plus du nom, à Moscou. Et le contrat a été signé par Essar Gabriel et Vitali Moutko comme président du comité d'organisation des championnats du monde. Et c'est un montant de 1 200 000 dollars. Je vois toute la spéculation, tout le bruit qui a été fait, oui, les droits ont été négociés par Massata Diack, il a obtenu 6 millions d'euros, après ça, les droits ont été même payés par VTB à hauteur de 25 millions de dollars. C'est un pur mensonge. 5e point, ils disent que, 6e mensonge, ils disent que l'I2F a été sponsorisé par une structure japonaise. Pour les Jeux Olympiques de Tokyo, nous avons laissé Istanbul pour soutenir Tokyo. Alors, selon les déclarations de mon jeune frère. Mais c'est tout à fait faux. Aucune structure japonaise n'a sponsorisé la Diamond League. Mais c'était fait à dessein. Et c'est ce qu'on retrouvera plus tard, quand on parlera de Rio et de Tokyo. M. Pound a glissé à la page 36 du rapport ce point pour peut-être commencer à justifier leur prérogative pour enquêter sur les attributions des JO et des championnats du monde. Ce qu'il n'a pas constitutionnellement, qu'il n'a pas juridiquement. Mais comme c'est un avocat, M. Pound, il connaît bien le monde du sport, il a, je pense, floué la justice française en lui disant nous avons prérogative d'enquêter sur les attributions des championnats du monde, même les contrats de sponsoring. Et l'avant-dernier point sur le mensonge, mais vraiment monumental, c'est l'histoire de l'athlète turc, où ils disent que j'ai demandé à une athlète turc de l'argent. Mais c'est tout à fait faux.
Et je me demandais, je les ai mis à une interview que j'ai avec la BBC, je dis mais il n'a qu'à sortir les preuves. Où Pape Mastadiak demandait quoi que ce soit à une athlète turque, ou des correspondances, par email. Ils n'ont aucune preuve. Ils ont fait un tapage extraordinaire parce qu'ils voulaient justifier l'enquête criminelle en disant qu'il y a une extorsion de fonds. Alors, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Ils ont dit à l'athlète turc, si tu coopères et fais une déposition contre la famille Diak, à ce moment-là, nous pouvons peut-être t'absoudre et diminuer ta sanction, tu pourras compétir à Rio. Malheureusement, la jeune fille est tombée sur ce charme en pensant que c'était possible. Au dernier moment, quand ils se sont rendus compte que cette histoire ne prospérait pas, non seulement ils n'ont pas réduit sa sanction, mais ils ont démarqué qu'elle n'a pas pu participer à Rio. Mais c'était fait à dessein. Donc il fallait utiliser l'affaire de la Turquie, l'affaire de la Russie, pour s'attaquer à nous et justifier le fait de faire une enquête criminelle avec la police française, en disant qu'il y avait une extorsion. Nous avons enquêté pendant 21 mois. J'attends toujours les preuves de cette extorsion. La Mindiak a été retenue pendant 21 mois. J'attends toujours les preuves de cette extorsion. Et le dernier point, sur ce rapport de Lama, ils ont voulu absoudre, mais en mentant de manière effrontée, de manière ouverte, sur le rôle qu'auraient joué les employés anglais. Sean Wallace-Jones n'a pas de part dans ce rapport, Nick Davis n'a pas de part dans ce rapport. Les documents ou les informations communiquées par l'enquête de Michael Beloff, de la commission d'éthique du IF, qui collaborait, parce qu'on a découvert dans le cadre de l'enquête que Craig Reddy et Olivier Nigli de Lama sont allés à Moscou dès le 19 septembre 2016 pour rencontrer les officiels du ministère des Sports russe, Yuri Nagorny et Natalia Zelenova, qui ont déclaré que l'IAF faisait du chantage à la Russie. C'est tout à fait faux. C'est la Russie qui a demandé officiellement à l'IAF d'espacer la publication des sanctions. Ce que la Mindiak a fait, c'est d'espacer, d'autoriser, parce que l'administrateur antidopage espace la publication des sanctions. Au lieu de faire la sanction sur les 23 cas, ils ont espacé 2 par 2, 2 par 2, 2 par 2, sur une période de 18 mois, qui a abouti en fin 2014. Au lieu de tout de suite le faire, parce que ça aurait eu un impact négatif sur nos championnats du monde. C'est la seule faute qu'on peut reprocher à la Mindiak. Pourquoi avoir espacé ces sanctions? Pourquoi ne pas avoir sanctionné en groupe tout de suite? Ce qui aurait fait fausse note, vu le succès qu'avait engrangé l'athlétisme aux Jeux Olympiques de Londres, géré par un membre de la Fédération de l'athlétisme, Sébastien Coe, mais aussi vu la proximité avec nos championnats du monde de 2013. Mais le ministre russe, en demandant cette faveur à la Mindiak, lui a fait comprendre que c'était un ami de la Russie, qui ne chercherait pas à embarrasser la Russie. Craig Reddy, président de l'AMA, était au courant des scandales de dopage en Russie depuis 2010. Il n'a rien fait. Quand on lui a posé la question, il a dit par amitié par la Russie, je ne voulais pas embarrasser mes amis russes. Bon, il y a eu des dénonciations, mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Et devant le Parlement britannique, on lui demande la question quand est-ce qu'il était au courant de cette histoire de dopage en Russie? Il dit lors de la diffusion du reportage en décembre 2014 à ARD. Donc on voit qu'on a affaire à des menteurs au plus haut niveau. Sébastien Coe a eu le même cas. Il disait qu'il n'a été au courant des histoires de dopage aussi que lors de la publication des reportages ARD. On a découvert par la suite que l'organisateur du marathon de Londres lui avait fait parvenir une copie de la plainte de Sean Wallace-Jones et des accusations de Andrei Baranov. Dès août 2014, il le savait. Donc, je suis tout à fait amené à croire qu'ils ont utilisé cette histoire de dopage en Russie pour faire campagne, pour dénigrer la Mindiak et le neutraliser pour ne pas qu'il prenne position en faveur de Sergei Bubka, et aussi pour tout de suite faire une table rase de tout ce qu'il a fait en 16 ans. Et je pense que c'est l'objectif de Richard William Pound. Il poursuit cet objectif et j'ai découvert ça lors de la décision du TAS. Parce qu'il fallait s'attaquer à la Mindiak.
il fallait forcément le noircir. Je vous ai dit qu'en décembre 2014, quand Maître François Carrare est venu dans sa suite pour lui demander de démissionner comme De Gaulle en 1969, la première raison, il lui a dit, écoute, on a des éléments sur votre fils, ses agissements, on a des éléments sur vous, on a des preuves. Mieux vaut que vous démissionnez, que vous partez comme De Gaulle. Donc, la Messédite, c'est l'avocat de Lama. C'est lui qui leur a recommandé de passer par l'enquête pénale française. Je ne sais pas, je ne m'avance pas, mais en tout cas, le schéma était déjà ancré dès décembre 2014. Quand ils ont fait le lien avec Clinton et Black Tidings, tout de suite, je devenais un personnage clé. Parce qu'ils pensaient, je pense qu'on aille au TASS, que j'avais rencontré Andrei Baranov à Moscou, que j'avais monnayé mes services pour, soi-disant, aider à dissimuler, ce dont je n'ai pas besoin, parce qu'en Russie, entre 2007 et 2015, j'ai eu un sponsor qui me payait chaque année au moins entre 2 et 5 millions de dollars en fonction de l'année. On a engrangé dans ce sponsoring presque 33 millions de dollars pour le compte de l'ILESER, sur lesquels j'étais rémunéré à 8%. Vous voyez gagner 8% de 30 millions de dollars et aller demander une enveloppe en athlète. Donc, la volonté de calomnie a commencé en 2014. J'étais à Dakar, au décès de ma grand-mère, de ma belle-mère à Louga, quand un communiqué d'Associated Press disait Graham Dunbar, Associated Press, a déclaré que Pape Mastadiak a été détenu au Brésil pour des histoires de trafic de pieds lors de la Coupe du Monde de 2014. Ils ont fait un gros tapage sur la presse brésilienne, la photo de mon père, pas ma photo, en disant nous avons un cas de corruption ou de trafic, comme ce qui s'est passé avec M. Patrick Haike à Rio. Et il m'accusait, alors que j'étais à Louga. Quand j'ai voulu riposter tout de suite en faisant une plainte, le président Jack m'a demandé, écoutez, Massata, il ne faut pas faire, comme c'est faux, il faut faire un tapage là-dessus. Alors, je pense que c'est là où je pense qu'on a sous-estimé la capacité de nuisance des Anglais. Parce que tous ces éléments, celui qui coordonnait la collecte de ces informations et qui le dispatchait à travers le monde, c'était Nick Davis, en interne. J'ai eu une histoire avec l'épaule foot guinéen ici devant chez moi, mais tout de suite, il a fait une coupure de presse, il a envoyé à tous les membres du conseil en disant le fils de Lamine Diack a été prié en train de sortir son pistolet. Donc, il y avait tout de suite une volonté de nuire que nous avons sous-estimée, parce que le président Lamine Diack, de par sa foi, de par sa sagesse, c'est un homme qui n'a pas les polémiques, les problèmes, ni les accusations fortuites, fallacieuses. Chaque fois que tu lui dis quelque chose, il dit écoute, il y a une enquête, il faut se taire et attendre les conclusions de l'enquête. Je pense que là, on aurait dû les affronter, faire des procédures judiciaires à l'époque, contre les journaux britanniques, contre M. Nick Davis, parce qu'il était en interne. Et je découvre beaucoup de choses à la fin de cette... Mais comme il était le leader de campagne de Co, il était très proche de nous, du président, mais en même temps, il agissait dans les intérêts de Co. Mais il cherchait à me nuire. C'est avéré. Et je pense que je lui ai rapporté la réplique qu'il fallait, le moment venu, quand j'ai sorti tous les mails qu'il m'a envoyés pour discuter de ce cas de dopage en Russie, parce que c'est lui qui m'a informé. Ce n'était pas Abib Sissé. Abib Sissé est un avocat, tout à fait confidentiel. Il ne divulgue pas d'informations. Ce qu'il a eu à gérer, il n'a pas eu à le gérer. Mais aussi, on est tombé des nues quand on a appris qu'il avait un contrat, lui, Abib Sissé, avec la Russie. Donc moi, je pense que nous sommes dans un cas où ils ont cherché simplement à utiliser l'histoire de 8 athlètes dopés en Russie pour nuire à Lamine Diack et l'IAF. Alors que le même Richard Pound a été président de l'AMA au moment de l'affaire Balco, que vous connaissez bien. Le scandale avec Marion Jones, Tim Montgomery, et beaucoup d'athlètes américains. Il s'est assis là-dessus. Il a dit qu'il ne compromettrait pas les intérêts du mouvement olympique. Parce qu'à l'époque, il négociait un contrat avec NBC. Il était président de l'AMA lorsqu'il y avait l'affaire Fuentes, docteur Emiliano Fuentes, avec les 200 poches de sang dopées que la justice espagnole
Et à aucun moment, il n'a demandé la sanction contre les États-Unis ou contre l'Espagne. À aucun moment, il a demandé l'exclusion des États-Unis du CIO ou de l'IAF. Il n'a jamais demandé l'exclusion de l'Espagne de l'IAF, ni fait une commission d'enquête. Alors pourquoi avoir dépensé presque 2 500 000 $ ou 3 millions de dollars de l'AMA pour une enquête qui n'a abouti à rien du tout parce qu'ils n'ont aucune preuve? Pourquoi l'enquête pénale piétine? C'est qu'ils n'ont aucune preuve contre Lamine Diack. Ils n'ont aucune preuve contre moi, à part il y a des déductions, des suppositions. Tu dois être au courant de ça. Il y a un proche de vous. Moi, je suis désolé. On est maintenant dans un processus judiciaire. Si on a des preuves, on n'a pas besoin de faire des fuites dans la presse. On va tout de suite en correctionnel. On juge l'affaire, on condamne. Mais pour faire une enquête, il faut d'abord aller vers l'accusé. Donc, c'est là où l'enquête pénale française est tout à fait bizarre. Ils ne viennent pas au Sénégal, mais ils passent leur temps à voyager à travers le monde. Ils font des accusations. Ils ont accepté de déclencher une information judiciaire sans attendre la conclusion du rapport final et du rapport de l'information judiciaire. Parce que quand tu déclenches une information judiciaire, tu commences une enquête préliminaire. Mais l'enquête préliminaire, tu confrontes les gens avant d'accepter de déclencher une mise en examen ou une inculpation. Il te faut des preuves. Ça n'a pas été le cas. Alors, mais on a vu pour le tapage médiatique. Vu la proximité du juge Jérôme Lundberg et le propriétaire de Mediapart, je n'étais pas surpris que Mediapart fasse la divulgation de la rapport Pande bien avant son rapport. Alors, on a aussi vu le rôle qu'a joué Le Monde. Ils ont fait plus de 8 articles sur nous. Ils ne parlent plus du docteur Dolé, qui est français. Ils lui ont même fait changer de position. Ils ne parlent plus d'Habib Cissé, qui est français, bien que sénégalais d'origine. Maintenant, il faut se focaliser sur Lamine Diack et Massata Diack. C'est ça qui est bizarre dans l'enquête. Et pourquoi? Et quel est le dessein? Ma compréhension des choses, c'est qu'ils sont en train de servir les intérêts de leur candidature olympique. Parce qu'ils cherchent à neutraliser. C'est là où est le mystère. Si vous vous rappelez bien, au moment des faits, lorsque l'enquête a lieu, personne n'a évoqué le rôle joué par le comité olympique français qui a invité Lamine Diack à venir, c'était comme un traquenard, à Paris. Pour le moment, je peux le lire et le révéler de manière claire. J'ai la lettre du comité olympique français, écrit au président Lamine Diack. Ils ont envoyé un billet d'avion en l'invitant pour un séminaire des pays francophones à Paris, le 2 novembre, dans l'après-midi à 14h. Ils lui ont envoyé un transport à l'aéroport pour l'amener dans un petit hôtel dans le 5e arrondissement, qu'il a rejeté. Il est allé se mettre au Sheraton Charles de Gaulle. Et quelques heures après, la police française débarquait pour l'amener en garde à vue à Nanterre pendant 36 heures. Et entre novembre 2015 et au jour où je vous parle, il n'y a pas un seul officiel du comité olympique français qui s'est présenté pour au moins s'enquérir de sa situation. Donc je pense que c'était un traquenard bien orchestré. Et si je vois maintenant le rôle qu'a joué Essar Gabriel, qui était directeur de la candidature de Paris 2012, qui est un consultant en lobbying olympique très reconnu, et son ami Étienne Tebois, qui dans son blog du 8 novembre 2013, évoquait le rôle que pouvait jouer Lamine Diack, ou qu'aurait joué Lamine Diack dans la candidature de Tokyo 2020. Donc, je pense que la France, le comité olympique français, et la justice française, et l'AMA, sont de connivence. Et ça, je suis libre de le dire au vu des faits que je détiens. Alors, ces éléments, cette enquête, elle peut être justifiée à Monaco, parce que l'IAF est une organisation de droit monégasque. Le siège est à Monaco. Monaco fait partie des lieux où des présumés faits de corruption ont lieu. Alors, après une enquête qui a été déclenchée le 6 octobre 2015, cette interpellation et cette mise en examen entre le 1er et le 3 novembre 2015, à aucun moment la France a jugé utile, la justice française, de se déplacer
vers, ils ont perquisitionné l'appartement du président Lamine Diack à Monaco, sans sa présence, sans son avocat, en violation du code de procédure pénale. Ils sont revenus à Monaco avec tout ce qu'ils détenaient. Ils ont, je pense, fait fuiter le rapport Pente par Mediapart et lyoncapital.fr le 6 novembre, à 3 jours de la publication. Une conférence de presse retentissante a eu lieu à l'époque, à Genève, avec Richard Pente, Richard McLaren et Gunther Junger, disant que nous allons faire des révélations, ça va être le plus gros scandale de l'histoire du sport, il y aura des révélations choquantes, il y a eu des cas d'extorsion de fonds, des athlètes russes, il y a eu la corruption dans ces 5 pays que tout partait à travers le monde, mais avec une organisation médiatique extraordinaire. Donc, je pense que l'enquête, dès le départ, était biaisée. Était une enquête qui n'était faite qu'à charge. Ils ne cherchaient pas à savoir. Maintenant, la preuve la plus tangible qu'on a eue, c'est que le 14 janvier 2016, à Munich, le soi-disant jour J où on devait faire des révélations, on voit Sébastien Coe débarquer en public pour assister à la conférence de presse contre l'IDSF, alors qu'il est président. On voit le procureur national financier, Mme Eliane Houlette, débarquer à la réunion, alors qu'elle est supposée être la justice, c'est-à-dire être une balance à équidistance entre les accusateurs et les accusés. Tout de suite, elle a fait les causes pour les soi-disant révélations qu'elle devait faire le rapport Pente. Donc je pense que ces faits sont très clairs. Dès le début, on savait où s'orienter l'enquête. Mais pourquoi y aller? Au moment des faits, je me trouve être au Sénégal. Je découvre qu'on a posé un traquenard à mon père. Je pense que je vais répondre à une justice qui fait un traquenard à mon père et une justice qui déjà prend position sans en faire une enquête. Officiellement, le procureur du parquet financier va vers une conférence de presse de Lama. Donc, je ne peux pas aller me mettre dans la gueule du loup. Ça ne sert à rien. Il y a comme on dit en Wolof, il y a le loup moussel, mais sans que ça en bop. J'ai une famille. Hein? Je ne peux pas le laisser derrière en disant je vais à l'incertitude. En France, je vais aller entendre défendre mon père. Je ne vois pas l'intérêt de le faire. Je suis au Sénégal, je suis sénégalais de citoyenneté. Les faits qu'on me reproche ne sont même pas passés en France. Pourquoi je vais répondre à la France? Et pourquoi ils ne peuvent pas venir? Dans l'affaire Abré, ils n'ont pas débarqué, la justice internationale. Dans d'autres affaires, ils débarquent. Dans l'affaire Karim Wade, le Sénégal s'est déplacé en France pour demander la coopération de la justice française. Ça se fait. Mais non, ils disent il faut que tu viennes. Alors, je ne l'ai pas fait et j'ai eu raison de ne pas le faire. Parce que en février 2016, quand l'enquête a été déclenchée au Sénégal, suite à toute la pression de l'opinion, au mois de mai, la France a écrit au Sénégal. Quand ils ont écrit au Sénégal, le Sénégal a répondu officiellement en juillet 2016 en leur disant nous sommes au courant de cette affaire, elle est médiatisée à travers le monde, nous acceptons l'ampleur et les faits. Alors nous souhaitons, dans le cadre de la coopération judiciaire, donc utiliser toutes nos prérogatives de compétences territoriales. Ça concerne 2 ressortissants sénégalais, Lamine Diack et son fils. Et bien, vous nous transmettez le dossier. Comme ça, on fait l'instruction, ou bien vous vous déplacez pour venir instruire, ou bien questionner. Alors, M. Van Ruynbeck a reçu cette information depuis le mois d'août 2016. Il l'a gardée par devers lui. Il ne l'a pas mis dans le dossier d'instruction. Même Lamine Diack n'était pas au courant de la réponse du Sénégal. Il a découvert, à la suite de la publication de cette affaire de Rio 2016 en mars, quand j'ai fait une déclaration en disant mais arrêtez de faire vos fuites dans la presse ou d'organiser des attaques incendiaires, mais venez m'affronter les yeux dans les yeux, que je vous réponde par rapport à toutes vos accusations. Alors ils ont fait un article en disant le Sénégal a refusé que la commission rogatoire internationale. Le Sénégal n'a pas refusé. Le Sénégal a répondu dans le cadre de ses prérogatives. L'enquête est ouverte. On ne peut pas ouvrir une enquête sur une affaire, inculper la personne, le mettre en examen, mettre en contrôle judiciaire
et en même temps lui dire on va l'extrader ou on va qui? On ne peut pas enquêter sur les mêmes faits sur une même personne dans 2 pays. Alors, ils ne veulent pas. L'article 30 de la Convention judiciaire d'entraide judiciaire du 29 mars 1974 dit clairement, pose les conditions de cette coopération judiciaire. Mais le juge, de par son, je dirais que c'est peut-être de par son arrogance, il ne respecte même pas les autorités sénégalaises. Il s'est permis d'écrire, paraît-il, au ministre sénégalais directement, sans passer par le ministère de la Justice, qui devait passer par le ministère des Affaires étrangères, pour écrire au Sénégal. Il s'est permis d'écrire directement au ministre de la Justice sénégalais. Ce qui prouve que nous avons affaire à quelqu'un qui ne respecte même pas les prérogatives constitutionnelles et juridiques et la compétence du Sénégal. Donc, je n'ai aucun intérêt à aller y répondre. Je l'ai dit depuis décembre 2015 dans mon interview à la LFM, qu'ils sont libres de venir m'entendre au Sénégal. Actuellement, il est bloqué. Nous souhaitons simplement... mais aussi bien la sûreté urbaine que le juge d'instruction, ils m'ont entendu dans le fond. Ils ont évoqué tous les éléments, j'ai sorti tous les dossiers pour me défendre. Et ça, je préfère le faire de manière officielle que de devoir répondre à des articles de presse, par voie de presse, comme je le fais actuellement. Le parquet national financier pense qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'ils peuvent chambouler le monde du sport. Sont-ils de connivence avec Richard Pound pour déstabiliser le CIO? Sont-ils de connivence avec quelqu'un pour chercher à nuire à l'IAAF et à l'athlétisme mondial? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un imbroglio, mais dans une parodie de justice. Donc, je ne me mettrai pas à disposition de cette parodie. Du tout. Parce que j'ai encore la possibilité de faire appel. Mais du tout, parce que c'est encore la preuve que tout est bien orchestré dans cette conspiration anglo-saxonne. Le président du TAS est australien. M. Richard Pound, et ça je découvre après avoir déposé au TAS, que M. Richard Pound est au conseil d'administration du TAS. À la division d'appel, il y a une Suisse et un Suédois qui a été membre du CIO en même temps que Pound, Goran Peterson. Alors je vois qu'il est dans son espace. Richard McLaren est un avocat inscrit au TAS. Michael Beloff, président de la commission d'éthique du CIO, est inscrit au TAS. Je n'avais aucune chance de prospérer dans ces conditions-là. Mais au moment où je déposais ma plainte, moi je n'étais pas conscient de ce fait. C'est dans la procédure parce que j'ai déposé ma plainte le 21 février 2016. Ils ont attendu jusqu'au mois d'août 2016 pour déclencher la constitution d'un panel. Mais ils ont utilisé tous les voies de recours pour retarder l'acceptation de l'IAAF de mon recours. Quand on a constitué le panel, ils m'ont dit qu'en novembre 2000, on allait faire l'instruction de cette affaire. On a fait l'instruction. Le jour où l'instruction a terminé, 2 jours après, il y a un article du Monde qui provient de Yann Bouchez. Gros, des faits qu'ils ont voulu déposer dans l'enquête pénale française dans la procédure du TAS, ils ont fait un forcing pour faire changer de position le Dr Gabriel Dolé. Dr Gabriel Dolé s'est régné par rapport à tout ce qu'il a vu de la commission d'éthique. Il a fait une déclaration contre moi, contre mon père, au TAS. Alors que dans la commission d'éthique, il a déclaré que tout ce qu'il avait déclaré était fait sur la recommandation de Habib Sissé. Donc ce qui montre qu'on découvre des choses qu'on ne savait pas. On découvre que Dolé et Habib Sissé étaient de connivence par rapport aux déclarations de la commission d'éthique. On découvre aussi que toutes les accusations ou tous les faits qui lui sont reprochés dans l'enquête pénale française, il a voulu le transborder au niveau du TAS. Et il l'a fait avec réussite. Parce que je pense que la décision du TAS était plus motivée pour renforcer l'enquête pénale française et consolider donc la campagne de dénigrement de Richard William Pound et de son équipe, et qui sont très, très introduits au niveau du TAS. J'avais sous-estimé ceci. Alors maintenant, j'ai le droit, il m'est loisible, dans les semaines qui viennent, de déposer un recours, on appelle au niveau du tribunal fédéral suisse. Avec mes avocats, nous sommes en train de finaliser notre décision là-dessus. Et on le fera. Ce qui se passe avec Rio, ils ont commencé d'abord par Tokyo. En mars 2016, un journal anglais a voulu faire le lien. Quand
l'enquête pénale a fait une commission rogatoire à Singapour. Ils ont découvert que mon ex-associé ou ex-consultant Ian Thornton avait un contrat avec Tokyo 2020. Ils ont tout de suite fait le lien en disant que c'est lié à Pape Mastadiak. Black Tidings m'appartenait. Ce que le rapport de Lama disait. En fait, c'est le dernier mensonge que je voulais préciser dans le rapport de Lama quand il disait que Black Tidings m'appartenait et que j'en étais le propriétaire. Et que Ian Thornton était juste une figure factos. Moi, je pense que Pound a cherché avec le dopage en Russie à déstabiliser le mouvement olympique parce qu'il avait clairement déclaré qu'il fallait, avec la Russie, adopter l'option nucléaire. C'est-à-dire qu'il fallait exclure la Russie de tout. Thomas Bach et le comité exécutif du CIO lui ont dit « Niet, nous voulons simplement que les fédérations qui composent le mouvement olympique, les 28 fédérations, se prononcent individuellement sur des sanctions contre la Russie parce que nous n'avons rien à reprocher au comité olympique russe. » Alors, ils ont fait un vote à la session du CIO. Et lors de ce vote, même Pound et Greg Reilly ont voté pour en disant que la manière dont le comité exécutif a géré ce dossier est tout à fait bonne. Alors qu'ils demandaient l'option nucléaire. Il n'y a que l'IAF et l'International Paralympic Committee, qui est géré par un Anglais, Sir Philip Craven, qui ont demandé l'exclusion de la Russie. Mais les 26 autres fédérations ont accepté la participation de la Russie. Aujourd'hui, ils sont en train de faire pression pour que la Russie sorte des Jeux Olympiques de Pyeongchang. L'IAF suspend toujours de la Russie. Et malgré tout ce qu'ils disent, ce n'est dû au fait que la justice russe a refusé de coopérer avec l'enquête pénale française. C'est ça leur problème principal. Qu'ils le disent. J'ai eu la déclaration du Chief Executive Officer de l'IAF, Olivier Gers, en disant qu'une des conditions du Green Statement, c'est la coopération judiciaire. Ils sont allés à Moscou. On leur a demandé de se faire voir. Parce que Poutine a eu le courage d'affronter 1400 journalistes en décembre 2016 et leur dire « Nous n'avons absolument rien à nous reprocher en tant qu'État russe sur cette histoire de dopage. Nous avons peut-être fait des erreurs où il y a eu des cas isolés et ces sanctions ne peuvent être qu'individuelles. Mais cette volonté de dire la Russie doit être excusée de tout est injustifiée. Et je pense que là, il a échoué. Donc pour faire diversion, il s'est donné les prérogatives d'enquêter sur les attributions des Jeux Olympiques et d'enquêter sur les attributions des championnats du monde. Mais qui lui donne ce droit? Même le CIO ne peut pas auditer l'IAF. Le CIO, elle n'est liée à l'IAF que pour les Jeux Olympiques. L'IAF est une association de droit monégasque. Maintenant, je comprends que Sébastien Coe est sous la coupe de Pound et de Craig Reilly, de David Oman, qui est devenu chef du département d'intégrité de l'IDESEF, et de Olivier Nigli, parce qu'il doit peut-être sa survie à Richard Pound, qui ne l'a pas grillé lors de la conférence de presse de Munich. Mais je suis désolé. Ils n'ont aucune prérogative juridique, constitutionnelle, aucun champ d'application juridique pour auditer l'IDESEF. Ils veulent, sous le couvert de l'enquête pénale française, se donner des droits qu'ils n'ont pas. Donc, l'histoire de l'attribution des Jeux, je le mettrai dans le compte d'abord une volonté de déstabiliser le mouvement olympique avec Thomas Bach, parce que Pound, frustré de ne pas être président du CIO en 2001, et frustré de ne pas intégrer le comité exécutif au groupe du G5, comme on les appelle, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, qui veulent rebattre les cartes. Mais la candidature française, je vous ai donné des noms d'acteurs clés de la candidature française qui, qu'on le veuille ou pas, ont joué un rôle dans ce qui arrive à la Mindiac. Le comité olympique français l'a invité. C'était un traquenard. Ok? Clair, net et précis. C'est eux qui ont communiqué les informations sur sa venue à Paris. Deuxième chose, celui qui a déposé la plainte de la police monégasque était un Français. Ceux qui ont soi-disant évoqué son rôle pour le soutien à Londres 2012 ou à Tokyo 2000 truc, mais ce sont des Français. Ok? Actuellement, l'administration de l'IDESEF, elle est à Monaco, certes, mais on ne voit aucunement l'implication de Monaco dans ce processus. Les gens qui ont intérêt à ce que la France gagne cette candidature
mais ont tout fait pour le neutraliser. Et ça, je le dis ouvertement. Parce qu'ils pensaient qu'il est très influent. Même le procureur brésilien évoque disant que l'Afrique vote toujours en bloc et que Lamine Diack est très influent. Lamine Diack a fréquenté souvent Paris. Ça, c'est rigolo tout ça. Il habite Monaco, il passe par Paris pour aller à Monaco. Ses enfants sont à Paris. Qui viennent à Paris, ouais, mais il y a forcément un lien avec Nuzman. Il connaît Nuzman depuis belle lurette. Carlos Arthur Nuzman est le président de la commission d'éthique vice-président de la commission d'éthique du CIO, avocat. Vous pensez que quelqu'un qu'on a sélectionné comme vice-président de la commission d'éthique, on peut se questionner sur son intégrité? Je pense qu'on est en train de faire une justice spectacle. C'est pas sérieux. Ils ne font que du tapage médiatique pour se donner ou peut-être justifier l'argent du contribuable qu'ils dépensent pour faire ces enquêtes pénales. Mais aujourd'hui, l'AMA n'a aucune prérogative pour enquêter sur l'attribution des JO. C'est le CIO qui peut le faire, ou sa commission d'éthique. Si le CIO déclenche cette procédure, ça, on peut y coopérer. Mais l'AMA, c'est qui l'AMA? C'est les cas de dopage. Où sont les preuves du cas de dopage? Ne cherchez pas à nous divertir vers les Jeux Olympiques, et même les contrats de sponsoring ou les attributions des championnats du monde d'athlétisme. J'en ai aucun regret, parce que pour moi, ce que j'ai fait avec Lamine Diack, c'est d'abord sauver l'IAF de la faillite, sécuriser le développement de l'athlétisme et l'universalisation de l'athlétisme. Et ça, je pense que je l'ai très bien fait, parce que sans mon intervention entre 2007 et 2010, l'IAF allait en faillite. Ça, il faut que ce soit très clair. 3, c'est une obligation divine, je suis sénégalais, je suis musulman. Quand son père a besoin de toi, tu te mets à sa disposition. Quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta volonté de faire quoi. Donc, j'ai quitté le football où il y a plus d'argent pour mettre à sa disposition sur le ndigal de mon khalif de Darou Mousti, Bachir Khadi Mbaké, qui m'a dit, oublie tout ce que tu fais, mets-toi à la disposition de ton père. Donc, pour moi, c'est une obligation divine. Le seul regret, c'est de ne pas avoir affronté ces anglo-saxons dans leur campagne de calomnie en faisant des procédures judiciaires à l'époque. J'ai écouté mon père, ses recommandations, en me disant c'est mon dernier mandat. Je pense qu'il ne cherche pas à me nuire, il cherche simplement à mettre de la pression pour ne pas que je prenne une position contre co. C'est tel qu'il l'avait lu. Et je pense qu'il n'avait pas tort. Mais malheureusement, on n'a rien fait, on a laissé faire. Mais quelqu'un d'autre avait un autre agenda, c'est prendre sa revanche sur lui. Ça, c'est Richard Pound. Et quelqu'un d'autre avait un autre agenda, c'est s'assurer qu'il soit neutralisé par rapport aux candidatures olympiques. Alors, la vérité triomphera un de ces jours. Mais ce qui est clair, c'est que Pape Massata Diack n'a aucun regret. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir sous-estimé la capacité de nuisance de ces gens et leur volonté de détruire l'œuvre de Lamine Diack en 16 ans. Et ça, je regrette. Parce que moi, je peux les affronter sur ce terrain-là. Je suis du privé commun. J'ai un très bon cabinet d'avocats, que je remercie par ailleurs, Jean-Yves Garot. Et je pense qu'on aurait enclenché des procédures contre ces gens-là, on n'en serait pas là. Mais lui, il les aurait affrontés, vous connaissez la franchise de Lamine Diack, il n'a pas peur d'affronter un adversaire, quel que soit, politique ou physique. C'est un fils de Rebus. Mais là, on s'est fait endormir, mais malheureusement avec la collaboration de gens qui nous étaient proches. Il y a eu beaucoup de complicité en interne par rapport à tout ça. On découvre ça. On découvre le rôle d'Habib Cissé. On découvre le rôle de certains de ses proches collaborateurs, comme Nick Davis ou Gabriel Dolé. Donc, c'est ce regret. Mais l'hypocrisie des gens, c'est de m'accuser de tous les noms d'oiseaux, alors qu'au moment où j'étais aux affaires et que je faisais des résultats, personne n'a évoqué mon conflit d'intérêts en disant Lamine, tu emploies ton fils. Personne. Sébastien Coe était à la commission marketing, il était vice-président de l'IAF, Sergei Boubka l'était. Aucun moment. Il y a même qui sont venus me dire Master, pourquoi tu ne viens, ton père part, tu dois venir rentrer au conseil. Je dis écoutez, moi j'étais juste en mission. Je n'ai jamais cherché un mandat électif, ni dans le football, ni dans l'athlétisme, ni dans quelque autre sport, parce que j'ai un rôle, c'est l'agent marketing, c'est de trouver des fonds du privé pour le compte du sport. Et ça, je pense, par la grâce d'Allah, je l'ai très bien fait.
durant mes 30 ans de carrière. Je n'ai aucun regret. Et je vois mon avenir tout à fait brillant dans mon continent, dans les pays émergents à qui j'ai collaboré, dans les pays arabes, dans les pays qui veulent bien utiliser mon expertise. Que je ne travaille plus avec l'athlétisme ou Sébastien comme je m'en fous. Ça ne m'empêche pas de vivre. Co ne peut pas apprécier ce que je fais parce qu'il fait le même boulot que moi. Il est agent de marketing comme moi, il a une société de marketing. J'aimerais bien voir, le jour où il devra rentrer au CIO, comment est-ce qu'il peut déclarer son conflit d'intérêt. Parce qu'il ne peut pas être agent marketing, lobbyiste, chargé de relations publiques d'une compagnie privée et être membre du CIO. C'est peut-être ça qu'il faudra évoquer un de ces jours. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai fait ce que je devais faire pour mon père et je ne cherche que la grâce divine pour me remercier par rapport à ça. Maintenant, le reste, les complots, les trahisons, tout ce qui s'est passé, tôt ou tard, on saura exactement ce qui s'est passé. Mais si l'enquête va être une enquête sérieuse et crédible, elle n'a qu'à suivre une procédure tout à fait officielle, sérieuse et confidentielle. Ce n'est pas en faisant du spectacle dans des conférences de presse, des fuites dans la presse, qu'on pourra constituer des preuves contre la famille Diack. Ça, je souhaite le dire clairement et officiellement. Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone.